Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez lefondsftq.com/entreprise. Dominique, on rencontre Étienne Borgia, qui est un entrepreneur depuis plus de 20 ans. Pourquoi c'est intéressant de le rencontrer ici? Moi, je suis vraiment excité de recevoir Étienne parce qu'on l'a connu à son passage au Dragon, mais son histoire est vraiment méconnue au Québec. Hein. On parle d'une sortie à 100 millions. Sincèrement, que peu de gens savent. Une sortie d'une entreprise qui n'est pas levée de fonds dans le monde de la technologie. On est aussi dans un entrepreneur qui est extrêmement impliqué, qui est aujourd'hui dans la restauration, dans l'immobilier, dans la course automobile, dans énormément de fonds d'investissement au Québec. Donc pour moi, c'est une personnalité atypique, c'est une personnalité qu'on peut associer le mot liberté. Si vous le suivez sur Instagram, on va le voir, il se promène un peu partout sur la planète, il a énormément de plaisir. Mais je trouve que c'est un entrepreneur qui sort un petit peu du cadre et je pense qu'avec Les Dérangeants, c'est le fun de rencontrer des gens comme ça qui ont vraiment fait quelque chose de différent. Ah, très cool, et on le rencontre à l'instant. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Ici Carlo Coccaro, votre dérangeant à l'animation. Les Dérangeants sont fièrement présentés par le Fonds de solidarité de la FTQ et supportés par le QGDA, le Quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme, par le cabinet Blue HF et par Kera Capital Partners. Les Dérangeants, c'est quoi? C'est 6 dérangeants de la nouvelle génération qui parlent d'entrepreneuriat, qui disent les vraies affaires. C'est des Marie-Claude Duquette, des Étienne Crevier, des Louis-François Marcotte. Et avec moi aujourd'hui, Anne Martel, Allô. Qui est entrepreneur et conseillère en fusion-acquisition chez Kera Capital. Salut Anne. Allô, comment ça va? Ça va super bien, content de t'avoir avec moi. Et Dominique Gagnon, cofondateur et PDG de Connect & Go. Salut Dominique. Salut Carlo, super content d'être là. Écoute, je pense qu'on va avoir un super épisode. On rencontre Étienne Borgia tout à l'heure. Mais juste avant, c'est notre traditionnel tour de table, plug, potin, primeur. Anne, commence avec toi. Écoutez, moi, j'ai une petite plug à faire. C'est le début de la campagne du Musée des Beaux-Arts. C'est la campagne de financement 2023-2028. Donc, campagne pour 5 ans. On est en train de lever 100 millions de dollars. Wow. On a déjà 80 % de commis. J'aimerais ça que ce soit ça dans mes levées de fonds, oui, moi aussi. Oui, c'est ça, exact. Commencer avec 80 Ça, Comme il n'y a personne qui veut te donner de l'argent, Dominique. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous mobilise, vous pouvez me contacter. Ça va me faire plaisir de vous donner plus de détails. Puis, on supporte le musée. Les fonds vont aller à plein de projets super cool pour la communauté. Okay. Des projets en éducation, des projets spéciaux, vraiment des trucs pour que le musée s'intègre beaucoup mieux avec la communauté locale puis l'espace local là, sur Sherbrooke. Très cool. Moi, je vais aller avec mon primeur plug. Moi, je suis en éducation depuis 18 ans, puis j'ai parti de 3 branches différentes, Mathémomonde, aidersonenfant.com et Ancrage Mieux-être. Mais ça devient tout mélangé, ces affaires-là. Puis quand on parle, c'est toujours les mêmes clients. Hein? C'est les écoles, c'est les centres de services scolaires. Ouais. Ils nous demandent, mais c'est-tu aider son enfant? C'est-tu Ancrage? Puis ça devient mélangeant. Puis là, j'ai créé une marque mère qui vient chapeauter tout ça. Et pour moi, c'est encore l'inconnu, mais la force du marketing, à quel point c'est important, les perceptions, les logos, les images, les noms. Fait qu'on va lancer Grand Possible, qui est cette marque mère-là qui supporte toutes nos actions, qui vise à amener les jeunes à leur plein potentiel, peu importe leurs origines ou leur situation particulière. C'est niaiseux, mais ça m'excite énormément. On le lance ça en octobre, novembre prochain. Excellente idée. Ouais. Bien hâte de voir le logo. Il est très cool, le logo. Très cool. Dominique? Oui, je vais être un peu dans la même veine qu'Anne, puis on ne s'est pas parlé, fait qu'on va avoir l'air un peu des têteux de cash. Mais en fait, moi, je dirais, c'est pas un P, c'est un F. Je pense que c'est un peu une frustration. Okay. J'ai embarqué il y a quelques mois dans un programme qui s'appelle Persévérance entrepreneuriale, qui est la première initiative au Québec qui vise à aider les entrepreneurs quand ça va mal. Puis un des trucs que j'ai vécu dans mon passé, on va avoir un épisode où on va parler un peu plus d'échecs, je me suis rendu compte que l'écosystème est là quand ça va bien. L'écosystème te pousse quand ça va bien, mais dès le moment que ça va mal, tout le monde part. Ouais. Les amis partent. Malheureusement, on peut peut-être pas appeler ça des amis à ce moment-là. Les banques te laissent tomber. Tu vas sentir une pression très, très énorme. Les médias vont effectivement te pointer. On peut penser à Terreau, là, qui était une entreprise super, que les médias se sont fait un plaisir à détruire. Mais pour moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile,
Bon, j'ai la chance d'être persévérant en chef avec, entre autres, Louis Garneau, qui a eu des super échecs dans ce programme-là, des Marcel Dutil, qui est quand même le fondateur de Can-Am. Et je parlais avec Nathalie Riverain, qui est la fondatrice de l'École d'entrepreneurship de Beauce du programme, puis elle a dit le problème, c'est qu'on n'est pas capable de trouver de l'argent pour aider tous les appels. Donc, on a reçu des centaines de demandes de gens qui sont parfois rendus à la pensée suicidaire, à aller un petit peu plus loin. Puis il faut leur dire non. Parce que malheureusement, les banques, etc., vont souvent préférer mettre de l'argent dans les trucs qui flashent, dans les trucs qui sont sexy, dans les gens qui vont mal. Donc, on travaille en ce moment à mobiliser des entrepreneurs pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de fonds pour aider ces gens-là. Parce qu'aussi souvent, un échec, on veut pas qu'une fois qu'ils l'ont vécu, ils vont pas se relancer en affaires. Donc, nous, c'est de dire, c'est pas parce que tu as échoué une fois que tu dois pas te relancer, que tu dois pas redevenir un entrepreneur. Je pense que ça s'appelle Persévérance entrepreneuriale. Aujourd'hui, le programme, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez trouver sur Internet assez facilement le numéro. Mais définitivement, j'espère que le gouvernement, mais j'espère surtout que les banques, parce que pour moi, j'ai l'impression que les banques ont quelque chose à voir à l'intérieur de ça, devraient financer ce type de programme-là. Ils sont en contact direct avec les entrepreneurs, fait qu'ils pourraient être un point de contact. Et ils pourraient en bénéficier, parce que si les entrepreneurs réussissent à se relever, il y a moins de faillites. Il y en a un peu trop, je pense, en ce moment de faillites. Ce serait une super chose. Génial. Merci à vous deux. On se retrouve dans quelques secondes avec l'entrevue avec Étienne Borja. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'audace du Cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur, visitez qgda.ca. Pour notre entrevue cette semaine, on reçoit un entrepreneur qui est en activité depuis plus de 20 ans. Il a vendu son entreprise PCO Innovation pour pas mal d'argent et il est investisseur dans un paquet de projets. Étienne Borja, merci d'être là. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Étienne Borja, tu as vendu en 2013, ouais. Tu en es sorti en 2016. On fait quoi en 7 ans avec tout cet argent-là? Bonne question. La première chose, il ne faut pas trop se presser, je pense. La première réaction, là, c'est de prendre un peu le temps de voir un peu dans qu'est-ce qu'on a envie de faire, dans quoi on a envie d'investir. Donc, tu mets ça dans les affaires un peu plus safe, là, tu mets ça dans la bourse, des trucs comme ça. Les obligations d'épargne. C'est ça. Je peux au moins dire que c'est là, puis c'est aussi liquide. Tu peux rentrer, c'est plus facile d'en laisser une partie là. Est-ce qu'on vit une vie de luxe, genre pendant 6 mois, là, on part, on va à la Vegas, on est sur la poudre, on fait des tours de montgolfière ou... Si ça tend que je le fais, non. Suivez l'Instagram d'Étienne. Ça semble que je considère que je suis pas pire. Je suis assez bien mesuré, on va dire, dedans. Ça m'arrive de faire des folies des fois, là, mais je veux dire, honnêtement, je suis plutôt mesuré. Je préfère faire, en fait, c'est plus, c'est quoi le partage tout le temps avec des gens autour de moi, des trucs comme ça. On dirait que, tu sais, t'es tout seul à boire une bouteille de vin de fou, t'es pas le fun. Tu veux à partager avec quelqu'un. Mais là, tu as vécu l'adrénaline de 30, par exemple, jusqu'en 2013, à vendre ton entreprise. Combien tu as vendu ton entreprise? Autour de 80 et quelques millions. C'est de l'argent à tabarouette, là. Oui. Puis vous n'avez pas d'investisseurs externes? On était deux associés. Pas de... Est-ce que cette adrénaline-là vous manque rapidement ou c'est comme, non, c'était tellement dur que ça prend 3-4 ans avant de s'en remettre? Non, ouais. On a commencé de prêt et de mature pour faire une vente, je pense. Je sais pas trop. C'est difficile à dire. Le timing était bon, le marché était là, puis c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Mon partner était rendu un peu à son. Il commençait à avoir peur de perdre, tu sais. Quand t'as envie de gagner, puis t'arrives à un point où t'as peur de perdre, tu fais des moves un peu différents, tu prends pas les mêmes décisions. Là, on a commencé à un peu moins s'entendre vers la fin, parce que jusqu'à ce moment-là, on était toujours bien alignés dans nos intérêts. Puis, mais l'adrénaline, écoute, je la trouve ailleurs. Tu sais, j'ai fait de la course automobile pendant longtemps, là, puisque j'ai continué encore jusqu'à quelques années. Puis sinon, des projets, il y en a tous en plein. Je suis toujours impliqué dans plein de projets, même si c'est pas directement moi qui est aux commandes, si tu veux. J'étais quelque part en arrière, là, tu sais, je souffle dans l'oreille du pilote. Ça a pris combien d'années? Parce que des fois, on se dit que c'est rapide, mais ça a pris combien d'années de la fondation jusqu'à la sortie? On l'a starté en 2000. On l'a vraiment starté, tu sais, janvier 2000. On l'a fondé, par contre, en mai 2000. Donc, après la bulle. Puis on l'a, pas pire, oui. Puis après ça, on a fait une acquisition, nous autres, en 2008, juste au moment du ralentissement. Ça a été, on a fait une grosse acquisition, qui est notre partenaire compétiteur, si tu veux, numéro 1, qui est en France. Et puis, l'année qu'on a fait l'acquisition, c'était l'année qu'on a eu pas mal de difficultés économiques cette année-là. On s'en est ressorti bien. Puis, on a vendu en décembre, en fait, on dit 2013. J'ai vendu en décembre 2013, puis je suis sorti en janvier 2016. J'ai fait 2 ans, 2 mois. Là, donc, c'est pratiquement 16 ans de ta vie. Oui, c'est ça. Ouais. On se sent comment après ça? Honnêtement, c'est vraiment le fun. C'est une certaine satisfaction. En fait, c'est le moment les plus libres, on va dire, que moi j'ai senti. Un peu comme, mettons, quand tu finissais l'école, tu arrivais au mois de l'été, tu finis une session. Là, parce qu'on vit pas souvent dans le monde du travail, la plupart des gens. À moins que tu changes de job, tu démissionnes, tu changes de job, c'est un peu similaire. Tu as une certaine liberté, tu as un moment de liberté intense. C'est ça que moi j'ai le plus aimé. C'est ça que j'allais chercher le plus dans la vente, si tu veux. C'est capable de. On dirait que je dois plus rien à personne. C'est faire ce que je veux. Comment tu fais pour passer de 0 à tant d'argent de vente et ou de chiffre d'affaires sans investissement externe, en gardant 100% de la propriété de l'entreprise avec ton frère? On a eu un petit peu de love money au début de la business, si tu veux, des amis, un peu de famille, un petit peu, juste pour dire. Ça a donné que mon frère a continué une job
pendant un certain temps où il y avait un per diem plus une paye, c'est que j'ai vécu un peu son argent à lui. Puis après ça, pendant quelques années, écoute, on a vraiment on a financé la compagnie. Au début, on n'avait pas d'actifs. On n'est pas si jeune que ça, 28 ans quand on a parti. Mais tu vas voir la banque à 28 ans, t'es quand même un petit cul. En 2 secondes, PCO Innovation, ça faisait quoi? Parce que les Ça gens faisait- qui nous écoutent, ouais, c'est c'est pas- de c'est pas l'industriel, très- c'est-tu... Mais ça, c'est service informatique. On mettait en place des outils informatiques pour des grands groupes, en particulier l'aéronautique, l'automobile. Donc, Boeing, Airbus, Bombardier, BMW, Honda, c'était des clients à nous. Une par valeur exemple. moyenne de contrat. C'est ça le problème, c'est qu'au début, c'était des petits projets. Déjà, on faisait plus du placement de personnel, si tu veux, au début. OK. Après ça, on commence à prendre des projets. Et puis, au fil des années, les projets devenaient de plus en plus gros. Puis, au bout de 14-15 ans, là, j'étais rendu à peu près à 600-700 employés. Puis là, les projets commençaient à arriver dans les 10 millions. Fait qu'un projet de 10 millions avec Airbus, quand ta business en fait 75-80 de revenus, c'est quand même assez à risque. Et c'est là qu'on commençait à s'associer avec des grands groupes. À l'époque, Capgemini, Accenture, à qui on a fini par vendre. Et puis là, pendant ce temps-là, tu avais les Tata qui venaient dans le domaine. CGI avait essayé une époque... Les Tata ils ont mis ça étant de côté. l'entreprise Tata. Les Tata, l'entreprise Tata. Les Tata de ce monde, je veux dire, les boîtes indiennes. Là, il y en a plusieurs à ce moment-là qui veulent aller chercher du savoir-faire, puis à des portes d'entrée chez des clients, disons, nord-américains ou européens. Et puis, t'as plus, je m'en allais, moi, mais... Non, mais je disais comment vous avez fait, puis qu'est-ce que vous faisiez comme entreprise? Ah, c'est ça, oui, OK. Et puis, donc, c'était ça, de mettre en place des outils d'ingénierie en particulier. Okay. Donc, c'était comment tu fais pour faire travailler des centaines, voire des milliers d'ingénieurs ensemble? Ben, pas juste des ingénieurs, mais tu sais, comment des milliers de personnes travaillent sur la conception d'un avion, puis finalement, tu as un avion qui, en bout de ligne, est construit. Là, donc, c'est la gestion des données autour de... Ça s'appelle le Product Lifecycle Management. C'est ça le nom. Puis 10 ans plus tard, est-ce que ça existe encore? Oui, ça a été. Écoute, je vous donne un exemple. Quand on a vendu Accenture, Accenture, c'est comme une machine de guerre. Là, quand on a vendu, il y avait 283 000 employés. Je pense qu'ils sont rendus 600 000 aujourd'hui, pour dire. Même plus que ça, je ne me trompe pas. Et quand on a vendu, on faisait à peu près, autour de 100, un peu en bas de 100 millions de revenus. Ils ont acheté une autre boîte qui est un peu similaire à nous. Et puis, écoute, l'année après, je pense qu'ils disaient qu'ils déclaraient 1 milliard et quelques de revenus dans notre domaine. C'est juste parce que, c'est sûr qu'ils ont packagé des projets un peu. Là, oui, puis ils ont déjà les gros clients avec lesquels ils travaillent. Le marché existe encore, il a évolué. L'entreprise qui était numéro 1 à l'époque s'appelait Dassault Systèmes. Peut-être que vous avez déjà entendu Dassault Systèmes. C'était eux, pas mal, un des leaders pour faire le logiciel. Donc, nous, on faisait le déploiement, la mise en place, la customisation, si tu veux, de ce logiciel-là. OK. Puis on connaît tous CGI. Fait que, je me demande si c'est un peu comme un petit CGI. Est-ce que tu penses que vous auriez eu le potentiel de devenir un CGI? Parce qu'on va parler dans le prochain épisode des licornes, un peu de ces titans-là, de ces géants-là qu'on essaie de créer. Puis souvent, on dit qu'au Québec, on vend nos entreprises trop tôt plutôt qu'en faire des géants. C'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce que tu penses que tu aurais pu l'amener à la prochaine étape sans la vendre? Tu dis deux, trois choses que tu as dit. Laisse-moi réagir à une première chose en premier. C'est qu'effectivement, pendant longtemps, on vendait un peu trop tôt, je trouve. Parce que, tu sais, on avait un peu quelques millions dans la poche de... Le bonhomme vendait, il s'achetait un cordon Floride, puis c'est à peu près ça. Là, depuis quelques années, les montants sont assez intéressants que les gens ont de l'argent dans ses poches à investir, à réinvestir. Et on l'a vu juste depuis que j'ai vendu, dans plusieurs fonds dans lesquels maintenant je participe. Il y a beaucoup plus d'argent disponible, on les garde. Là, ça, c'est quelque chose que je suis très fier au Québec que j'ai senti. Maintenant, si je compare à CGI, bien là, notre entreprise était très différente de celle de CGI. Là. Mais moi, personnellement, le timing était rendu là. C'est une business qu'on savait depuis le début qu'on avait monté. On savait qu'on allait la vendre pour mille raisons. Le marché est en grosse évolution. On était un peu en dessous du radar pendant plusieurs années. Là, tranquillement, les gros joueurs commençaient à nous voir. Ça sentait un peu que ça devenait plus difficile. C'est ça que je disais tantôt, on a fait le projet avec Accenture. Et Accenture nous a dit, wow, vous avez une compétence puis un savoir-faire qu'on n'a pas. Puis on a dit, ben, soit on vous rentre dedans, on vous achète. Bon, ben, achetez-nous, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, est-ce que j'ai un regret? Probablement qu'avoir été américain, ma business, j'aurais fait 1 milliard de revenus. Tu sais, je veux dire, c'est sûr. C'est sûr, ça. Ah oui, hein? Parce que juste être Québécois, juste plein de projets aux États-Unis, t'es Canadien, tu sais, Canadien, Français, bien, il y en a des employés américains, mais je veux dire, la boîte reste canadienne, française. Tu sais, mais vous auriez pu peut-être faire l'acquisition d'une entreprise, mettons, aux États-unis. Oui, on a regardé ça. Puis faire ce transfert-là via l'entreprise. On a regardé ça, mais le problème, c'est qu'aux États-unis, c'était souvent des petites divisions de plus grosses compagnies, tandis que nous, on était on offrait un service qui était spécialisé, donc on ne trouvait pas beaucoup d'accession potentielle. Si tu avais à nommer ton plus grand talent comme entrepreneur, tu sais, la chose là, sur laquelle là, tu dis « je suis vraiment bon ». Je pense que je suis bon pour communiquer avec les gens un peu sur le projet, les embarquer avec moi, les motiver, trouver les bonnes personnes à la bonne place. C'est pas mal ça ma force. Moi, je suis ingénieur de formation, mais mon père est psychiatre, ma mère est psychologue. C'est quelque chose à quelque part. Là, le côté humain. Il y a un petit côté là-dedans, je pense qu'il vient d'eux autres. Là. Puis le côté ingénieur, est-ce qu'il a été présent? Au début, j'imagine que oui, là.
Mais après, est-ce qu'il est resté ou c'est vraiment plus le côté mascotte, leader qui... Le côté ingénieur, de toute façon, c'est une façon de réfléchir, une façon de format, mettons, ton thinking puis ta résolution de problèmes. J'étais un très grand... Ça, par contre, ça, c'est mon deuxième point, je dirais, c'est résoudre des problèmes. J'aime ça, là, tu sais. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est que ça vient un peu du côté ingénieur. Mais, tu sais, rapidement, je ne sais plus du tout l'ingénierie, non, effectivement. Par contre, le mindset, je l'ai. Quand tu commences à travailler, mettons, tu n'es pas comptable, tu commences à travailler avec des comptables ou des fiscalistes, là, tu te rends compte que les mathématiques ne sont pas les mêmes. Ça, c'est pas la logique derrière les mathématiques n'est pas toujours la même. Puis, je restais quand même dans une logique d'ingénieur, dans une approche, on va dire, comptable, finalement. Là, je pense que je suis rendu plus comptable qu'ingénieur dans les chiffres, là, mais ça a pris quelques années. Une fois que tu es sorti, Mais puis maintenant, comment est-ce que tu exploites ton côté humain, justement? Tu sais, aujourd'hui, ce que je fais beaucoup, par exemple, c'est que, tu sais, je suis assez disponible, je dis ça, puis j'ai peur, là. mais j'essaie de me rendre disponible, disons, pour aider des gens. Tu sais, je suis dans les comités aviseurs, trucs de même. Tu sais, des entreprises dans lesquelles j'ai investi. Là, je le fais presque plus. J'ai beaucoup déployé. La question initiale, elle allait dans ce sens-là, plutôt, là. Ouais. Comment est-ce que tu déploies ton argent, là, tu sais. Puis là, je suis impliqué dans beaucoup de fonds d'investissement. C'est que je fais de moins en moins d'investissement direct, mais je suis quand même présent. Des fonds me demandent de l'aide sur certains sujets. Je suis quelques entreprises de proches. Okay. Donc, je suis quand même impliqué un peu là-dessus. Je fais du team building sur certains projets, mais... Tu as-tu une thèse quand tu fais des investissements ou un champ d'intérêt spécifique ou c'est un peu... Bonne question. Non, c'est pour ça, parce que au début, je me suis un peu éparpillé pour me rendre compte que finalement, c'est pas ça que je voulais faire. C'est que là, c'est pour ça que j'investis plus au travers des fonds qui, eux, vont vraiment une méthode, sont bien plus présents. Le marché, ils l'écoutent, ils sont présents. Donc, c'est quelque chose que je peux pas me battre avec une équipe de fonds. Les investissements que je fais directement, c'est clairement c'est avec des amis, quelque chose de spécifique, précis, un sujet sur lequel je tripe. Ça va être quelque chose de précis. C'est que j'ai pas vraiment de... Non, je suis assez éparpillé, en fait, dans mes domaines. Puis c'est quelque chose que, en fait, c'est quelque chose que je trouve bien parce que, tu vois, quand l'économie fluctue, tu sais pas trop, ça donne une certaine stabilité. Puis as-tu déjà eu un moment dans lequel tu t'es dit, je vais me relancer? Tu sais, parce que souvent, il y a énormément de gens qui font des exits, ils deviennent investisseurs. Il y en a beaucoup qui se plantent comme investisseurs aussi, parce que être entrepreneur et être investisseur, c'est pas le même métier. Je pense que quand tu dis que tu es rendu dans des fonds, c'est beaucoup ça, parce que souvent, on pense qu'on est un bon entrepreneur, puis que là, on va mettre de l'argent, puis ça va fructifier facilement. C'est pas le cas. Puis d'une certaine façon, y a-tu un moment où tu t'es dit, parce qu'on a un peu suivi ta carrière, on a vu des projets, on se parlait un petit peu avant, tu parlais de j'en ai amené un, mais la mise en marché, c'est pas mon bag, on l'a pas fait. Est-ce que tu as déjà eu envie de dire, je vais en refaire une deuxième et je vais la faire plus grosse que la première? Pas aux commandes, non, ça me tente plus. OK. Pourquoi? J'ai du fun en ce moment dans ma vie, c'est ce que je te dis. C'est niaiseux, mais tu sais, j'arrive à m'occuper assez, mais gérer mon emploi du temps, j'ai pas de responsabilité que j'ai pas envie d'avoir. On parle de ça, des fois, par exemple, le succès, mettons, financier, pour moi, ce qui m'a apporté le plus, c'est une forme de liberté. Je pense que j'ai toujours été comme ça, la liberté de choisir, de décider de faire ce que je veux faire, puis de me ressentir une autre pression ou quelqu'un qui me souffle en arrière, moi, ça me tente pas. C'est peut-être quelque chose qu'on parle pas assez en entrepreneuriat. Souvent, les gens, moi-même, je blaguais, ma mère m'avait déjà dit, ouais, mais tu sais, t'as pas de vrai job, tu peux faire ton horaire, etc. Mais les gens oublient qu'être entrepreneur, tu travailles pour tout le monde. Tu travailles avec tes investisseurs, tu travailles avec tes employés, tes clients. C'est vrai qu'on est peu libre. Moi, je le vois souvent, tu as des obligations, des engagements, évidemment, tout ce qui est financier. C'est une illusion de liberté. C'est vrai que je pense que c'est ce qui drive énormément de gens vers la sortie. C'est ce sentiment-là d'enfin pouvoir respirer. Puis il y en a beaucoup qui vont se relancer. Puis souvent, c'est pas toujours facile aussi. Mais je pense que la liberté, effectivement, puis je pense qu'on devient tous entrepreneurs avec un désir de liberté, mais on se rend tous compte qu'on s'est fait avoir. C'est sur le chemin définitivement. Une forme de liberté dans la mesure où, tu sais, c'est quand même toi, c'est toi qui guide un peu l'entreprise, mais t'es pris, tu peux pas prendre des vacances. Tu peux pas partir. Ça a des années avant que je prenne des vacances. Ça a des années avant que j'ai les bonnes personnes qui puissent me remplacer puis prendre des décisions si je suis pas là, par exemple. Mais une fois, par contre, tu arrives là, c'est que je disais ça à quelqu'un justement ce matin dans un meeting. Tu sais, au début, il faut que tu brasses toujours là, tu fais tourner la roue. Puis à un moment donné, la roue, tu mets tourner tout seul. Puis ça, quand tu arrives là, une business, c'est le fun à maudit à manager à ce moment-là. Puis après ça, c'est ça. Je te guide un peu. Là, puis, mais bon. Dans tous les projets d'affaires, mettons, une décision dont tu es le plus fier. Pas nécessairement la plus rentable, mais une que tu dis que cette décision-là, des moves un petit peu bold qu'on a pu faire. Ça, je le disais tantôt, on a fait une grosse acquisition qui était notre concurrent. En fait, c'est un peu complexe, mais c'est une entreprise qui était en France à l'époque, qui nous sous-traitait de la job, puis qui à un moment donné commençait à avoir des problèmes de chicane d'actionnaires. Et ils nous devaient à peu près 1 million et quelques à l'époque, où on faisait peut-être 7 millions de revenus. C'était beaucoup pour nous autres. Et puis, on a commencé à avoir peur qu'il se casse la gueule. Et puis, à ce moment-là, on a décidé qu'est-ce qu'on fait pour diminuer notre risque. Et mon partenaire et moi, on a réussi à convaincre 50,1 du capital en cachette de leur compagnie à nous vendre. J'ai signé un contrat binding. J'avais pas vu les chiffres de l'état financier. J'étais arrivé en France avec mon laptop. Je me souviens, le siège social était à Lyon. Puis je passais à Paris. J'étais arrivé tout seul à part de ça. J'avais un avocat que je connaissais, puis un des leaders du groupe de 50,1 Et j'arrive à l'aéroport, j'ouvre mon laptop, mon board, Ishii.
J'étais à Paris, j'ai pas d'ordinateur, j'arrive à Lyon, acheter une business, tu sais, acquisition agressive, tu sais. Le président n'était pas au courant, personne qui était dans l'entreprise était au courant. Puis je suis arrivé là le matin, je dis écoute, je viens de faire une offre, le président dit ben non, vous oubliez ça, tu ne l'achèteras pas. Je dis parfait, je vais parler aux actionnaires pendant ce temps-là. Puis j'allais closer un autre 20 Là, je suis revenu devant lui. Wow. 30 je dis écoute, j'ai le contrôle de ta business. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas assez au Québec. Ouais. J'ai le contrôle de ta business. C'est très américain. On s'entend, c'est une approche très. Les Américains font ça continuellement. Ouais. On les voit arriver ici, acheter Mais- des compagnies, justement, en jouant un peu. Puis je trouve, c'est le fun d'entendre ces histoires-là parce qu'au Québec, souvent, on reste chez nous. On a un peu peur d'aller puis d'aller déranger, mais ce peut-être genre je de suis un peu mouvement est baveux, ça se peut. transformationnel. Ça me C'est une qualité. ça me faisait plaisir d'aller écœurer un gars de 10 ans plus vieux que moi de français, tu sais. c'est comme- Juste français, c'est le fun avec Ouais. Mais quand tu es arrivé là, tu devais te dire, ça passe ou ça casse. Parce que... Ouais, mais t'as peu, non, on avait déjà signé binding signé. 50,1 du capital sans avoir une idée réelle de l'entreprise, parce qu'on a les états financiers que les actionnaires avaient reçus. Tu sais, Ouais. Donc, Mais t'avais on, pas t'étais donc pas on en dessous savait du pas, c'est que capot, j'ai eu là. de mauvaises surprises en tabarnak. Tu sais, je veux dire, c'était. Puis Ça, est-ce que tu penses que ça reste malgré les mauvaises surprises? Parce qu'on s'entend. Extraordinaire coup. Parce qu'on dirait pas à tout le monde d'acheter une compagnie sans état financier. mais On non, s'entend que c'est pas On est, non, c'est pas un conseil. à ce moment-là, les autres faisaient peut-être 10 millions de ventes, mais là-dedans, peut-être 3 millions qui étaient au travers de nous. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à dire les chiffres. Là. Puis l'année qu'on a acheté, on faisait 7. L'année après, on a fait 15, 25, 32, 45, 60. Tu sais, ça a vraiment explosé. Puis tout ça, on a acheté en 2008. Juste quand j'ai signé été. Attends un petit peu, c'était quand 2007, le rendement économique, c'était, je sais pas la date exacte, mais c'était l'été. En fait, j'ai acheté des gars qui étaient en vacances à part de ça. Ils sont revenus au mois d'août après les vacances, puis nouveau boss. Ben, ils sont restés en vacances. Fait que là, c'est ça, il y en a quelques-uns qui sont restés en vacances. Fait que là, je te dis, même pas de laptop, c'est que je vais voir le gars de l'IT, si tu as un laptop, déjà, c'est un Azure-T, tu sais, c'est tout à fait à taper. Le gars, il dit, mais t'es qui, tu sais? Ben, c'est le nouveau patron. Tu sais, il appelle l'ancien patron, puis il confirme qu'effectivement, je suis plus le patron, c'est lui. C'était tellement fou comme Tu l'as financé situation. comment, ça? Ça, on a un prêt qui était BDC à quasi-équité en mezzanine, puis on avait un prêt de Desjardins. Desjardins nous a suivis. La Banque nationale devait nous suivre, puis à la dernière seconde, ils nous ont chié d'impact. Fait qu'on se revirait de bord à Desjardins, Desjardins nous a suivis pendant ce temps-là. Combien de temps ça a duré? C'est quoi, 3 mois pour convaincre 50,1 ou c'est comme 3 semaines? Je pense quand on a su qu'il y avait un peu de problème financier, ça n'a pas été long. Ça nous a peut-être un mois. Le temps qu'on se cogne, on disait, écoute, on fait ça, ce mot-là, on est-tu cave demain? On va-tu faire ça? Puis on a dit oui. Puis on s'est dit, écoute, quand on a parti c'était clair qu'on le faisait. C'est peut-être un avantage de ne pas avoir d'investisseurs. Parce que la réalité, si tu avais voulu cette décision-là avec un Imagine le conseil, nombre de laisser boards faire que ça. tu aurais dû avoir. j'imagine, ouais. moi, qu'il y a un conseil d'administration Ouais. quand même assez sophistiqué, qui sont principalement des financiers. Leur dire, on va faire une acquisition sans état financier officiel. Je peux pas faire d'ajustement. J'ai pas d'ajustement de prix de vente. OK, fait que c'est bid. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La seule clause que j'avais mis que plus je signais d'actions, plus je payais cher le groupe. OK. Tu sais, c'est comme... OK. Tout en convainquait. Oui, si mettons 51 je faisais une base de 5,5 millions d'euros, puis si à 6,5 millions d'euros, j'avais 75 puis si j'avais 100 je payais, je ne sais plus, j'avais un upside. C'est un des avantages définitivement. Tu sais, puis C'est que ça on va parle coûter plus beaucoup, on parle beaucoup des investisseurs, mais cette liberté-là, tu vois, moi, comme entrepreneur, il y a des trucs que je trouve durs. C'est que des fois, j'ai l'impression que je dois demander permission pour ce type de truc-là. Puis parfois, ça tient un peu. Puis je pense que c'est peut-être ce qui a fait le succès. Parce qu'on s'entend, c'est un success story québécois quand même de l'avoir monté à cette vitesse-là. Oui. Je pense que ça amène une perspective différente de l'entrepreneuriat dans lequel on dit souvent, il faut que tu lèves des fonds, surtout en technologie. Moi, ça amène vraiment une dynamique un peu différente. Mais en même temps, t'es un peu tout seul. On était deux, nous autres, quand même, qui se complétaient puis qu'on s'entendait bien. Mais à quelque part, t'as quand même... Des fois, je me suis trouvé un peu tout seul à avoir seul au sommet qu'on dit. C'est ça. Donc, Puis t'es aussi allé au Dragon. oui, je vais te donner un épisode. Ça, t'es allé après avoir fait tes millions. Oui. Pourquoi on va au Dragon quand on a de l'argent en banque? C'est une bonne question. Écoute, je me suis dit, je dis déjà, honnêtement, c'était une manière un peu de le rendre aussi, parce que, tu sais, honnêtement, les émissions des Dragons, j'ai des amis de la famille qui m'ont vu, parce qu'en plus, l'annonce était passée pendant tout le monde en parle. C'est que ça, c'était le fun. Tout le monde l'a vu, tu sais. C'est que, donc, pourquoi je suis allé là? Parce que déjà, tu vas quand même aider des gens. Tu sais, ce qu'on voit à TV, l'écoute, ça dure 45 minutes, mais en réalité, on a eu 9 pitchs, ça a duré 9 pitchs de 30 minutes à 1 heure chaque, tu sais, c'est quand même long. Puis on donne l'information, on dit pas juste, je pense que ton projet, c'est de la merde, c'est pas ça qu'on dit. On donne les informations, des fois, on dit même, je vais t'aider après. Puis après ça, on a personne qui m'ont appelé pour me faire des pitches, puis là, tu sais, à moi, vraiment, je sens que ça n'a pas rapport. Le problème, c'est que c'est ça, les émissions, ces émissions-là. C'est des gens qui ont des produits, des inventions, qui veulent vendre dans les boutiques mon consommateur. Moi, c'est pas ça mon background. Mon background, moi, c'est je vends des gros projets à des entreprises. Tu sais, donc, je fais un peu moins dedans. C'est sûr que je fais un épisode pour m'amuser un petit peu, pour voir un peu de quoi ça va l'air. Puis peut-être pour faire du pouce sur cette émission-là, comment tu le perçois? Parce que ça reste quand même un petit peu une émission là, qui donne une image que l'entrepreneuriat, c'est un petit peu facile. En quelques minutes, je vais dire j'investis ou j'investis pas dans ton entreprise. Tu le vois comment, de ton point de vue d'entrepreneur qui a réussi, de dire d'un peu
communiquer une image qui est pas nécessairement fausse. Je pense qu'il a fait la belle promotion de l'entrepreneuriat, mais qui est quand même un peu star system à l'intérieur de l'entrepreneuriat. Bien, c'est une émission de TV. Exactement. On s'entend, ça, c'est sûr, c'est une émission de TV. Par contre, tu sais, de se faire une idée rapidement d'un projet de quelqu'un, ça reste quand même normal. Tu le fais, on le fait tous. Tu sais. Quelqu'un parle d'un projet, même des fois, malheureusement, on a une idée un peu trop rapide, puis on se rend compte qu'on s'est trompé sur l'idée, parce que l'idée est plus complexe, ou la personne la vend mal. Ça, un inventeur ou un informaticien, mettons, je dis n'importe quoi, peut-être moins vendeur, va moins aimer présenter son truc. Fait qu'à quelque part, ça force les gens à présenter, force les gens à analyser. Je pense que ça stimule un peu l'entrepreneuriat au Québec, malgré tout, je pense. Hein. Oui, c'est qu'on n'a pas juste d'en parler, c'est juste positif pour les jeunes qui écoutent ça ou les familles qui écoutent ça. Puis ça me permet aussi, quand les gens me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, puis que j'arrive pas à l'expliquer ou ils comprennent pas c'est quoi, je dis, ben, je suis dragon. C'est ça que je fais. As-tu un modèle de dragon? Pour arriver, je parle dragon, c'est ça que je fais au quotidien. Ça, je veux dire. Oui, c'est ça. Mais quand tu es investisseur, puis là, tu le fais, puis tu sais, des fois, tu prends pas nécessairement des nouveaux projets maintenant, mais t'avais-tu un modèle? Tu t'es dit, regarde, je sais pas dans quoi je veux investir ou comment je veux le faire, mais tel type d'investisseur, je pense que je serais bon comme ça. Non, j'étais très inspiré pour me lancer en affaires quand j'étais plus jeune. C'était qui tes modèles? Écoute, ça fait longtemps, je suis plus vieux que les autres, là. Mais à l'époque, j'ai eu Michel Gaucher que j'ai rencontré quand j'avais 16 ans. C'est lui qui avait Steinberg à l'époque, qui avait une compagnie d'ingénierie. C'est un avocat-ingénieur. Et puis, un autre qui m'a inspiré, c'est Sébastien Blanc, tout d'un coup. Mais j'ai deux personnes, mettons, c'est des moments que j'ai croisés dans ma vie qui m'ont inspiré. À un moment donné, un peu plus tard, j'avais parti mon entreprise, puis ça a donné, je faisais de la course automobile avec David Ben Sadoun, c'est le fils d'Aldo, les chaussures Aldo. Puis on est allé au Maroc faire un rallye dans le désert, puis j'ai dormi dans une tente. Il y avait 3 milliardaires dans la tente avec moi qui dormaient avec moi. Puis ces gars-là, c'est une grosse tente, là. Mais ils ronflaient les bonhommes, on m'a dit. Puis là, je me souviens pas quelle année. À peu près dans les mêmes années que j'ai acheté la compagnie en France. OK, fait que tu valais pas, t'étais pas proche du milliard. Je m'en suis mis ses épaules, là. Non, pas du tout. Mais ce que j'étais impressionné dans la discussion et dans la rencontre que j'avais avec Aldo, qui me posait des questions, puis qui était très à l'écoute, tu sais, c'est probablement que ça ne se souvient plus pas en tout, évidemment, tu sais, il rencontre du monde. Mais je veux dire, c'est de voir comment des gens qui ont du succès, ils t'écoutent, posent des questions, puis ils te valorisent, tu sais, juste par leur écoute, leur façon, tu sais, qu'ils sont là pour t'écouter. Tu dis tout le temps, tu as peut-être qu'ils vont avoir besoin de moi à un moment donné, puis ils prennent connaissance, on va dire, des... C'est pas la première fois que j'entends ça, de gens, des échos positifs de gens à grand succès qui sont à l'écoute, qui sont tous là. Vous deux, là, qui en avez rencontré une tonne de ces gens-là, c'est vrai? Avez-vous vécu cette expérience-là aussi? C'est toujours ce que j'ai vécu, en fait. C'est drôle, hein? C'est vraiment... Les gens sont intéressés, mais ne cherchent pas non plus à donner des solutions parce qu'ils ont vécu des choses aussi, mais ils veulent juste voir comment tu réfléchis à ces choses-là. Ouais. Je pense que tu vois les grands entrepreneurs. Pour moi, il y a parfois ce qu'on appelle les nouveaux riches. Là. Ceux qui ont fait une petite passe de cash qui, eux, je trouve pas que c'est des givers. C'est pas des gens qui vont redonner. Moi, j'ai eu la chance de faire l'école d'entrepreneurship de Beauce dans la C4. J'ai eu Serge Godin avec qui j'ai pris un Scott. J'ai eu Aldo Ben Sadoun avec qui on a fait du yoga, qui nous expliquait qu'il était presque tout le temps nu-pied. On a eu la chance de ramping de personnes et d'activités. Mais sincèrement, c'était épatant de voir à quel point aussi ils sont accessibles. Puis ça, des fois, c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'ils sont pas, mais les gens sont extrêmement accessibles. Et la plupart de ces gens-là sont purement passionnés d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs. C'est très, très rare qu'ils vont dire non, j'ai pas le temps. Ils vont trouver du temps. Puis c'est vrai que je pense que c'est quelque chose comme entrepreneur aussi qu'à un certain moment, on prend. Parce que définitivement, quand on fait un exit comme Étienne le fait, on a eu la chance. Je crois pas beaucoup à la chance, mais le privilège d'avoir cet argent-là. Mais je pense que d'un autre côté, après, un peu comme tu fais, c'est de réinvestir, c'est de réinjecter, c'est d'aider. C'est là, je pense, qu'on se valorise aussi comme entrepreneur. Est-ce que tu es allé chercher de l'aide dans ton parcours? Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de difficultés comme entrepreneur. On dirait que j'essaie tout de régler moi-même tout seul. Mais je lis un paquet d'histoires d'entrepreneurs à succès, puis ils disent toutes la même affaire. Va chercher de l'aide, du mentorat, du soutien, des financiers, un bon CA. Toi, dans ton cheminement? Bien, 100 tu sais, parce que, tu sais, au départ de l'entreprise, c'était assez simple. On était deux coprésidents, c'était un peu mélangeant, mais mon partner, c'est un gars qui est vraiment tourné vers la vente de l'extérieur. Puis moi, je suis beaucoup plus tourné sur tout le reste, pour compliqué. Les opérations. Fait que, tu sais, vendre, je suis capable, mais je pense pas qu'il me fait le plus vibrer. Fait qu'au début, je m'étais trouvé un mentor, un gars qui avait quand même travaillé en informatique, belle business en informatique, André Thompson, d'ailleurs. Je le salue. Et puis, qui m'a beaucoup aidé pendant plusieurs années, qui me suivait une fois par semaine, un peu comme un psy. Mettons, mais un psy d'affaires. Après ça, j'ai embarqué dans des groupes EO, Entrepreneur Organization. J'ai eu le même forum pendant 4 ou 5 ans. Ça a été vraiment, vraiment positif. D'ailleurs, j'ai abouti par embaucher un des gars de mon forum, Éric Desbiens, Conformité, un gars du Saguenay, qui travaille pour moi pendant plusieurs années. C'est lui que j'ai envoyé en Allemagne ouvrir l'Allemagne. Tu sais, le gars, il est parti avec sa famille en Allemagne ouvrir mon marché. Du Saguenay à l'Allemagne. Ah, écoute, tu sais, c'est pas peur, mais je le connaissais. La raison pourquoi j'ai pas eu peur, c'est que j'ai connu pendant 4 ans, 5 ans en tant qu'entrepreneur, toute sa vie d'entrepreneur, tu sais. Et puis après ça, j'étais dans YPO aussi. Donc ça, c'est des trucs, oui, c'est des aides que tu vas chercher. Sinon, ça a été du mentorat un peu plus jeune. J'ai toujours dit à tout le monde de s'entourer. C'est pour ça que, peut-être pour ça d'ailleurs que je suis disponible, mettons. Je donne pas mon numéro de téléphone. C'est que je suis disponible quand même pour répondre des fois. Parler aux gens. Si je sais pas faire, je vais trouver quelqu'un, je vais te diriger vers quelqu'un ou un fonds qui peut t'aider ou quelque chose comme ça. Des introductions, des fonds, j'en fais beaucoup.
Puis, mettons aux entrepreneurs qui nous écoutent, là, qui sont un peu comme moi, qui sont comme je vais régler mes problèmes tout seul. C'est quoi le premier step pour dire, OK, je vais m'ouvrir, je vais montrer et de la vulnérabilité d'affaires et prendre le temps parce que on dit tout le temps qu'on manque de temps, mais c'est du temps bien investi. On fait quoi, là? Tu sais, le premier step pour arriver là? Oui, je sais pas trop, mais comme je te dis, comme j'avais de mentor dès le début, j'avais décidé de le faire, j'étais déjà dans cette dynamique-là, si tu veux. Puis après ça... En fait, bonne question. Moi, je pense que j'ai toujours demandé de l'aide parce que je viens pas d'un milieu entrepreneurial. Tu sais, je viens d'un milieu modeste dans lequel l'entrepreneuriat n'existait pas. Fait que très, très rapidement, c'est la curiosité. Je pense que c'est les perches tendues qui fait juste boule de neige. Fait que je me rends compte que, tu vois, puis souvent les gens sont surpris. Moi, j'ai encore un mentor. Je le change très, très souvent après 3 ou 4 ans parce que tu n'as plus besoin de la même personne. Mais je considère que probablement même les plus grands chefs d'entreprise ont aussi besoin d'un mentor qui a fait avant eux. Parce que ça fait extrêmement du bien. Puis t'en parlais, c'est un peu comme un psy. Ben, moi, je vois aussi une psy. Parce que la réalité, souvent, tu as besoin d'évacuer. Pour te connaître un peu. Ça, définitivement, j'en ai besoin. Mais pour moi, tu sais, dans le temps, c'était beaucoup plus tabou, mais aujourd'hui, le nombre d'entrepreneurs qui disent ouvertement, je vois une psychologue, parce qu'il y a des choses que je peux pas dire à la maison, des choses que je peux pas dire devant mes employés. Mais quand tu arrives là, ça t'enlève ton bagage. Donc, je pense que oui, c'est une super bonne chose, définitivement. Toi, Anne, quand tu as racheté l'entreprise familiale? Ben oui, mais moi, j'ai toujours... En fait, je me suis toujours outillée, même chose, psy, des coachs, tout ça. J'ai quand même toujours investi en moi. Je me suis dit, c'est mon plus grand atout dans la vie. Fait qu'il faut que j'investisse dans tous les outils que je peux aller me chercher. Fait que ça a comme... Moi, j'ai pas eu ce blocage-là, tu sais. Okay. Sauf que j'étais moins ouverte à des forums de groupe avant. Maintenant, c'est faut être ça. Plus vulnérable. Oui, c'est ça. Tandis que, tu sais, quand la confidentialité, c'est le fun parce que personne n'en parle. Quand tu commences à élargir le groupe, c'est sûr que c'est plus confrontant. Puis là, maintenant, ça, moi, j'adore ça, mais ça m'a pris du temps d'arriver là. Puis, peut-être, tu sais, moi, je t'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux. T'as l'air d'un intense. On va se le dire, là. Tu sais, j'ai vu la course automobile, les voyages, t'ai vu à Burning Man, je pense. Donc, tu sais, un peu tout ce côté-là. Comment tu vois le côté familial, le côté équilibre de l'entrepreneur? Parce que, tu sais, t'as l'air définitivement d'un intense. Je sais pas, as-tu famille, etc. Qu'est-ce que tu penses de l'équilibre? C'est pas une bonne question, j'en ai pas d'équilibre. J'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai une blonde, puis j'ai de la famille, sinon frères, parents, tout ça, mais j'ai pas de... Fait que c'est un choix que t'as fait de dire... Oui, dans mon cas, oui. Moi, c'est à cause de la liberté, tu sais. Effectivement. C'est correct. Tu dis qu'avoir des enfants brime la liberté? Je pense que oui. On me disait l'oreille. Oui, ça brime. Est-ce que tu aurais été capable, tu en as vu des entrepreneurs, tu en as vu des entreprises. Penses-tu que c'est possible faire ce que tu as accompli avec 2 enfants à la maison, puis... Je dirais que oui. Ça dépend surtout du... Mettons, tu as une relation bien balancée avec le conjoint, j'imagine. Je pense que oui. Je vois pas pourquoi, tu sais. Je veux dire, j'ai quand même une vie normale. Là, je sortais, puis j'avais mes blondes, tu sais, veux dire, pendant toutes ces années-là. Ça fait que c'est blondes en même temps aussi? Oui, ben, des fois. Puis je pense que la réalité, le nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont fait des succès de la grosseur d'Étienne, mais même beaucoup plus grands qui ont des familles, je pense pas que c'est un frein. Il y en a plein, ben oui. Puis je pense que j'aime beaucoup l'aspect liberté, tu sais, puis je pense que ça s'identifie à toi. De dire, ben évidemment, ça te donne une certaine liberté, un potentiel de faire ce que tu as envie quand tu le veux. Je pense qu'on aspire aussi tous un peu à ça parce que clairement, ça motive. L'autre élément qui fait partie de la recherche qu'on a faite sur toi, c'est le mot créativité. Qui semble... on peut comprendre, tu as l'air d'un gars créatif, là, sur des préjugés. Pourtant, tu es ingénieur. Ce qui est très drôle, tout le monde, à ce moment, pense que je suis en musique, quelque chose comme ça. Là, donc, c'est chaque fois que j'ai été étudié. T'as le look de musicien. En quoi la créativité, c'est une force en entrepreneuriat? Ou ça l'a été? Sur résolution de problèmes, déjà pour commencer. Je sais pas, moi, d'avoir une approche différente, d'avoir un positionnement différent des autres en termes de la vente d'adapter ton produit, je sais pas trop, ton offre différemment. Je me semble que c'est quand même assez important. Nous autres, c'est beaucoup l'innovation aussi. Le nom d'entreprise, c'était PSO Innovation. Et puis, c'était là-dedans aussi. C'était comment repenser, pas nécessairement réinventer quelque chose, mais changer ou faire progresser, faire évoluer. Puis dans tous tes investissements actuels, là, parce que tu en as fait, je sais pas comment, aujourd'hui tu es plus dans des fonds, mais je sais que tu en as fait beaucoup de directs dans le passé. S'il y en avait une que tu dirais, celle-là, je tripe vraiment, je la suis, ça serait laquelle? En fait, mais là, vous allez rire, parce que c'est des entreprises qui sont dans des domaines complètement différents. Il y en a que je suis en train de faire, en ce moment, en train de construire un immense cellier à Montréal. On s'amuse, j'ai 2 mains dedans, puis je suis en train de clouer du cellier à longueur de journée. C'est pas une joke, là. Sinon, en ce moment, j'ai dit, mettons, une chaîne de restaurants, je parlais tout à l'heure. La fierté, c'est pas tant nécessairement le restaurant, même si je suis fier du restaurant en soi, mais c'est l'équipe, là. Là, ma fierté, c'est de commencer à m'impliquer à faire le team building, puis sentir que là, on est au next level avec les bons joueurs. Ça, c'est le fun. Fait que c'est pas tant l'entreprise en soi que je sens que j'ai une étape où là, j'ai quelque chose à faire, tu sais. Puis dans ce projet-là,
C'est quoi qui ferait que tu déciderais de sortir? Tu as fait un premier exit. Ouais. C'est-tu la fin du plaisir? Parce que je sais que tu es très attaché à la liberté. C'est quoi qui fait que tu vas dire, le groupe Sésame, par exemple, OK, je passe à d'autres choses, on le vend à MTY, par exemple? Oui, bien, écoute, il y a 2-3 raisons à ça. C'est que si celui qui gère en ce moment, il ne veut plus travailler, ça va peut-être être une bonne raison. Parce que toi, tu n'iras pas. Non, mais on va trouver quelqu'un pour une équipe en ce moment, justement. Ça peut être un très bon coup, justement, d'une espèce de forme de management buyout, là, ou de sortie. Là, Mais effectivement, tu as moins envie de vendre. Parce que le problème, on parlait tantôt, on a un peu escamoté le sujet, là. Mais tu sais, quand tu as de l'argent, la première affaire que tu fais, c'est qu'est-ce que tu fais? T'sais, tout le monde dit, on voit ça de beau, mais une fois que tu as de l'argent, il faut que tu gères. Tu peux pas mettre ça. Il y en a qui vont descendre quelqu'un du gère là, mais tu n'es jamais satisfait, tu as tout le temps des affaires, ça marche pas de même. Il faut que tu sois activement en train de gérer. Je passe mes journées, c'est ça que je fais en regard de journée, décider où je le mets. Et donc le problème, c'est qu'après ça, tu te rends compte que où est-ce que tu faisais le plus d'argent puis tu es venu, c'est quelque chose que tu connais, puis quelque chose que tu aimes faire. Donc, c'est notre business dans lequel tu es dedans. Fait que souvent, la raison de vente, il faut que tu aies la bonne raison de vendre. Parce que dans mon cas, moi, la raison de vente, c'est un peu aussi le marché, là, où le marché t'est rendu, c'est un risque dans le marché. Tu sais, mettons que vendrais un jour où tu te rends compte que, je sais pas moi, les gros joueurs commencent à consolider, le timing est bon, là, tu te dis, écoute, il y a des compagnies qui commencent à lancer des concepts similaires. Tu sais, c'est un risque. C'est comme, bon, ça me tente d'aller plus loin ou je suis confortable avec ce que j'ai. Donc, un petit côté opportuniste, toujours, positif toujours, pour moi, toujours, de dire, OK, il y a un timing actuellement, je suis mieux de le saisir de là-bas. Oui, toujours. Étienne, on en a parlé au début. Tu as reçu une tonne d'argent quand tu as vendu. Gérer cet argent-là, tu en as parlé un petit peu, ça doit pas être simple. Là. Non, effectivement. Au début, tu ne veux pas prendre une décision trop rapide. Tu vas dans des trucs qui sont plutôt liquides, que tu peux sortir et rentrer comme tu veux, tu prends ton temps. Comme quoi? Puis dans la bourse de placement boursier, des trucs comme ça. Là. Dans les actions à la bourse que tu as des trucs de même, des fonds quelconques. Là. Okay. Puis après ça, parce qu'il y a des fonds d'investissement privé, quand tu dis fonds, il faut s'entendre. Fonds privés, je suis impliqué dans peut-être une douzaine de fonds, la plupart en technologie, certains en immobilier. C'est que ton argent est bloqué là-dedans. Il faut que tu aies mis ton argent va être bloqué 10 ans. Puis en ce moment, plusieurs de ces fonds-là arrivent à maturité, tu vois. Puis là, avec l'économie en ce moment, mais ils vont tous étirer un peu leur sortie parce que c'est pas le bon timing là, pour sortir. Donc, ce qui fait que c'est 2-3 ans, tu as mis un peu d'argent, t'attends d'avoir ton argent, mais là, c'est 3 ans plus tard que tu pensais. Fait que, faut que tu sois capable de... Dans la fortune que tu as, là, quel pourcentage on met dans des fonds privés? Bah, c'est une bonne question. Écoute, en ce moment, moi, je suis quand même pas payé, je dirais peut-être un tiers, je dirais quand même. C'est quand même beaucoup. Puis qui est non liquide, ça veut dire je suis poigné. Ça reste très risqué. On oublie que dans le capital de risque, il y a le mot risque. Oui, tout à fait, oui. Définitivement. Effectivement, il y a des entreprises qui... Mais à date, même ceux qui se cassent la gueule, on arrive à sortir les billes parce que c'est un pool d'entreprises, de 3, mettons 8 entreprises. Mettons, j'étais avec, dans le fond, Expand, par exemple, où il y avait Théo Taxi. On s'est cassé la gueule à Théo Taxi, mais que les autres, on s'est refait un parti, que Lyon s'est refait un peu. En bout de ligne, j'aurais peut-être pas perdu d'argent, mais j'aurais peut-être pas eu le rendement qu'on espérait faire au départ. Mais bon, c'est que t'as quand même un risque, mais un risque quand même plus partagé que si tu mettais ça directement dans une business, puis toi, t'es en train de suivre l'entrepreneur en arrière. Ça c'est beaucoup plus risqué, à mon sens. Puis donc, tu as le tiers, mettons, dans des fonds, dans des fonds privés, le reste? Une partie des actifs, mettons, je fais une maison, un truc de même, des actifs. Puis après ça, pas mal d'immobilier aussi, puis... des gogos, là. Immobilier pour investir? Genre, t'achètes un bloc? Oui, depuis plusieurs années, je fais pas mal d'immobilier. C'est une des raisons, c'est que la démographie, c'est pas compliqué, ça ment pas. Et donc, c'est un bon domaine pour quand même quelques années. Le problème, les taux d'intérêt sont pas le fun, mais ça rend ça encore moins le fun des locataires, malheureusement. C'est ça qui est le pire. Fait que, tu sais, on parlait réellement, t'es assez différent de la plupart sur lesquels ils lèvent énormément de fonds. T'sais, la croissance, pour amener généralement une compagnie à 100 millions de revenus, on a besoin de lever des capitaux et se diluer à chaque fois. Puis on sait aujourd'hui, il y a les Lightspeed de ce monde qui sont devenus des licornes. On parle de Coveo, on parle de Shopify, Nuvei avec Phil Fire, un énorme succès définitivement, qui ont généralement tous levé des fonds. T'es dans ceux qui l'ont pas levé. Puis aujourd'hui, c'est un débat aussi qu'on va avoir entre nous. Puis ça serait intéressant d'avoir ton point de vue sur ce monde-là. Le monde de la licorne était dans le capital de risque. On sait comment marche ce monde-là. Ils cherchent la prochaine licorne. C'est à la recherche de celle-ci. C'est quoi ton avis sur les licornes? Penses-tu que c'est un mode sain de croissance? Puis penses-tu que les entrepreneurs du Québec devraient viser à devenir des licornes ou devraient plutôt suivre peut-être le chemin que tu as pris puis être ce qu'on appelle bootstrap? Oui. Écoute, j'ai de la misère à répondre de façon claire et nette parce qu'en même temps, tu vois, j'ai investi dans les fonds qui investissent dans les entreprises dans le but de devenir des licornes. Je le fais de façon indirecte, j'essaie d'en profiter. C'est pour ça que je participe à ce type d'entreprise-là. Par contre, il y a peu d'élus. Donc, à moins que tu aies vraiment beaucoup d'argent, tu dis que j'essaye pendant 2-3 ans, ça décolle pas, après ça, je fais autre chose ou j'ai un backup plan peut-être. Mais tu sais, tu peux pas te tirer pendant 10 ans, essayer à moins de commencer à avoir une certaine forme de succès. Fait que c'est dur à dire. Moi, j'ai préféré y aller de façon safe, puis qu'on avançait nous-mêmes, qu'on s'autofinançait, puis jusqu'à ce qu'on puisse aller chercher des capitaux un peu à la banque, des prêts à la banque, des trucs comme ça, parce qu'au début, on a tout financé nous-mêmes. Même les ventes. Même les ventes, toujours. Puis même le perdième de mon frère qui est à puis et après ça, donc je peux pas dire que je suis pas contre, je trouve ça excellent, particulièrement au Québec, tu sais, Nuvei, Phil Fire, on faisait de la course ensemble, c'était mon coéquipier de course pendant quelques années d'ailleurs. Bonjour Phil. Et puis
Donc, j'y crois. Puis, écoute, on a des succès, justement. Tu viens d'en nommer quelques-uns qui sont des succès extraordinaires, dont on est très fiers. Puis, je pense de plus en plus avec les fonds d'investissement québécois, avec un tissu d'entrepreneurs là, qui ont eu du succès, qui investissent là-dedans. On a la capacité de le faire et de ne pas le laisser aller, mettons, ailleurs ou de ne pas leur donner l'opportunité de s'y rendre. Fait que je suis pour, mais je dirais qu'aussi, tu sais, toujours miser au poker, là, all-in tout le temps, c'est à chaque individu de décider. Moi, je trouvais que notre approche à nous était d'y aller. En même temps, on était all-in tout le temps, mais on ne devait rien à personne. Avec Les Dérangeants, on a assisté à un événement de Startup Montréal, puis il y avait des pitchs d'entrepreneurs. Puis moi qui ai bootstrappé mon entreprise aussi, là, j'ai de la misère à saisir cette obsession-là d'aller chercher des millions avant de faire une vente. Ça me dépasse un peu. Je me dis, Colin, allez chercher des ventes. Vous allez être plus libre après, avoir besoin de moins d'argent ou avoir plus de leverage pour faire ton deal après. Mais tu sais, la bulle, on va dire, même les années 90, c'était n'importe quoi. Les gens se faisaient des financements sur une feuille, une idée, un projet. Je pense que le plus rapide, le gars, c'est combien? Genre, quelques heures, il avait réussi à lever un couple de milliards des affaires. C'est revenu durant la pandémie. On a vu aussi des complètement fou. Ça, c'est des trucs que je ne maîtrise pas. Tu sais, tu as vraiment une idée de fou, mais reste que... On parlait de ça. Moi, j'ai des idées de projets que j'ai lancés, mais pas assez pour les mettre en marché. Puis le problème, c'est que le succès, pour moi, c'est tout le temps la mise en marché. C'est où est-ce que tu es. Tu vas avoir la meilleure idée du monde. Tu n'es pas bon en mise en marché, ça avancera pas. Tu peux être bon en marché puis faire un produit moyen. Tu vas avoir plus de succès. Donc, tu sais, effectivement, dans les fonds où tu es impliqué sur 10 entrepreneurs ou 10 entreprises, il y en a combien? Tu dis même les échecs, on est capable de recouvrir nos billes. Là, mais les vrais succès, pas nécessairement les licornes, mais les vrais succès où on sort là, puis on triple, quadruple notre investissement. Il y en a combien? C'est-tu 1 sur 10? Écoute, je sais pas trop, mais je te dirais que parce que tu sais, je suis encore dedans, là, tu sais, ça c'est pas fait, ça pas rendu la plupart, là. Mais je dirais que le ratio semble être à peu près le ratio que tout le monde s'attend. Je dirais 2 gros succès. 4-5 popés, 3-4 qui vivotent, puis 2 qui crash. Je ne sais pas si ça fait 10 mon chiffre, là, mais en tout cas. C'est dans ce sorte de grandeur-là. C'est souvent les statistiques. Puis en fait, le problème des investissements, parce que tu sais, j'en ai fait au début, pourquoi je fais plus des fonds maintenant, c'est que le pire, c'est pas que la compagnie se pète la gueule, tu perds ton argent, tu fais un write-off. Évidemment que ça c'est un succès, c'est qu'elle vivote, puis que le propriétaire, président, il est juste satisfait de sa paye, puis tu sors jamais tes Christy de billes. Ça, c'est le pire pour un investisseur. Il y a des compagnies, ça va 10 ans, je fais 1 million de ventes, j'ai mis 100 000 dedans, je suis pas capable de sortir mon 100 000 $, je peux rien faire. Mettons, c'est un exemple, là, tu sais. Puis le gars, il vit sa business, il est confortable, c'est un lifestyle business pour lui. Ça, pour moi, c'est quasiment pire. Il n'aurait pas dû aller chercher ton argent. Ben non, pour lui, puis même pour toi. Là. Ben non. Effectivement. Ou sinon, c'est trouver une manière de faire un mécanisme que tu le forces ou quelques années à te payer. Qu'on n'y pense pas quand on le fait, puis finalement, c'est par après que tu te rends compte. Puis il y a de plus en plus ça. Je me rappelle Lightspeed, c'était Axel qui avait décidé de dire ça fait 7 ans, on veut sortir. C'est ce qui a fait que la caisse de dépôt est rentrée dans Lightspeed à ce moment-là. Et je rencontrais justement JP Chauvet, on était à Ottawa dans un événement ensemble, puis c'est ce qu'il racontait. Il dit on a eu quelque chose comme 30 jours. Parce qu'il dit, on s'est rendu compte qu'Axel nous avait mis à vendre. Il dit, il nous bouquait des meetings à San Francisco. Il dit, on se demandait pourquoi on rencontrait tout ce monde-là. Puis il dit, Axel, on dit, nous autres, notre 7 ans, notre fonds arrive à échéance, on a besoin de retourner le rendement aux investisseurs parce qu'il y a des dates. Dans la façon que ça fonctionne. Et en fait, il a dit, wow, OK, on est à vendre, nous, on veut pas vendre, on y croit énormément. Et c'est là que la Caisse de dépôt a un peu sauvé le fleuron qui est devenu Lightspeed en revenant. Puis ça, on oublie que quand tu lèves des fonds, surtout dans les fonds classiques, il y a une date de fin. Et cette date de fin-là, elle peut être extensionnée un peu, mais elle n'est pas extensionnable sur 20 ans. Donc, il faut aussi choisir, je pense. Parce que c'est comme s'ils font une date de péremption. C'est 10 ans, mettons, plus 1, plus 1, plus 1. Des fois, là, ça peut presser. Il y a du rendement à retourner parce que les gens qui mettent cet argent-là, évidemment, s'attendent un jour à revoir leur bille avec un rendement. Évidemment. Puis le fonds d'investissement, mais il veut lever son prochain fonds probablement. Fait que s'il ne retourne pas d'argent, mais il n'y aura pas des investisseurs dans le prochain fonds. Fait que ça donne une dynamique vraiment difficile. Quitte à torpiller des projets, j'imagine. À torpiller énormément de projets. Je pense que oui. Quand tu vois que quelque chose ne va pas, là, même si ça irait, mettons, mais si tu n'avais pas d'investisseur, mettons, tu pourrais continuer la business. Tu cannes ça. Puis, en terminant, si on avait un conseil à dire à ces entrepreneurs-là qui s'en vont dans cette dynamique-là d'aller chercher de l'argent de fonds, là, considérant ce qu'on vient de dire sur les dates importantes, tout ça, ça serait quoi? Ça serait de dire, après 2-3 ans, je cherche tout de suite un plan B? C'est quoi? Écoute, je sais pas trop. Ça va dépendre des compagnies. Ça dépend si c'est vraiment des gros investissements pour un produit, un développement quelconque ou un truc technologique. C'est sûr que tu n'as pas le choix. Mais c'est sûr que moi, j'aime ça aux commandes. C'est mon petit côté. C'est ça. Je pense qu'on oublie qu'effectivement, les meilleurs fonds, c'est les ventes. Si tu es capable de rentrer les revenus dans ta business, ce sera toujours le meilleur financement au monde. Et le coût de l'équité, moi, c'est un truc que je trouve chez les entrepreneurs, c'est que souvent, on fait « Ah, il va me donner 10 millions de dollars pour 20 % de mon entreprise. Wow! » Tu te rends pas compte à quel point l'équité, c'est ce qui coûte le plus cher. La dette, etc., même avec les taux d'intérêt actuellement.
généralement, va coûter beaucoup moins cher à l'entrepreneur que l'équité. Fait que je pense qu'il y a plein de sources de financement. Je pense pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise réponse. On voit un success story à ce moment-là. Mais on pourrait aussi peut-être se dire que peut-être s'il avait levé des fonds, il serait devenu le prochain géant et un entrée en bourse. On le sait pas. C'est pas arrivé. Mais je pense que chacun a son histoire. Puis chacun choisit son moment aussi auquel il va avoir le plus le goût de laisser sa place puis de partir à d'autres choses puis de léguer. Je pense que tu vas avoir légué effectivement énormément de startups que tu peux dire, c'est pas toi qui les as fondées. Mais il y en a qui n'auraient pas réussi probablement sans les capitaux d'entrepreneurs qui ont réinjecté. Tu mentionnais tout à l'heure, un point que je suis le plus fier, j'ai oublié ce bout-là, c'est le nombre de personnes qui sont lancées en affaires, qui travaillent dans mes équipes, quand j'ai vendu, qui sont partis. Impressionnant. Toutes sortes d'affaires. Du monde un peu dans le même domaine, puis d'autres complètement champ droit, champ gauche, puis leur business il y en a qui sont pétés à la gueule, puis il y en a qui vont quand même très bien. Ça c'est une grande fierté. As-tu investi dans certains Dans plusieurs, oui. Ah, bravo. Ouais. OK. Les employés, ont-tu fait de l'argent quand tu as vendu? Oui, quand même plusieurs qui ont fait pas mal d'argent, oui. Parce qu'ils n'étaient pas actionnaires. On a donné des bonus à plusieurs. D'autres, il y a des personnes qui étaient actionnaires. On avait promis à deux, trois personnes clés des montants. Puis après ça, d'autres, ça a été... On s'est arrangé aussi dans la vente. La compagnie qui a acheté voulait les conserver. S'il y avait des 1 an de bonus, des trucs de même. On s'est arrangé pour bien packager ça. Qu'est-ce qui fait que tu es parti en 2016? Parce que tu as resté 3 ans, tu étais sûrement obligé. Parce que j'avais 2 enfants. Oui, c'est ça. Exactement. Puis t'étais-tu déjà, pendant ces 2 ans-là, parce que moi, tu vois, c'est une question que je me pose, j'arrive à 10 ans en entrepreneuriat dans ma business principale, puis je me dis, OK, souvent, je vais être attaché. En somme, on va se faire attacher à ça. Dès le début, savais-tu qu'à la fin du terme, tu t'en allais? Écoute, c'est incroyable comment est-ce que les entreprises sont habituées d'attacher, puis c'est la dernière astuce d'affaires qu'ils devraient faire. Parce que moi, écoute, comment tu veux que je sois un agent de changement qui va intégrer mon entreprise alors que c'est moi qui ai monté l'entreprise, c'était mes idées, mon fonctionnement, mon thinking, plein de garde pour que je défasse ce que j'ai fait, puis je convainque tout le monde que c'est la bonne idée. Tu sais, ça fait aucun sens. Il aurait dû me payer tout de suite puis dire va-t'en. La raison pourquoi ils font ça, il y en a deux, je pense, non-compete, ils t'auront pas d'impact. Tu vas pas les piquer des équipes. De toute façon, c'est ça. Puis, honnêtement, j'ai commencé à travailler au début, je m'impliquais beaucoup. Après ça, j'ai commencé à rien faire. Ils m'ont donné mes 2 années 100%. Puis ils m'ont mis dehors et donné un bonus de sortie. Ça accentue, c'est des géantistes. Fait qu'ils se passent pas la tête. Là. Ils ont dit, on veut pas d'un musicien bohème dans nos bureaux. C'est ça. T'as les cheveux trop longs. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque que j'avais les cheveux commençaient à pousser. Puis un gars, des associés, a fait une remarque un peu des cheveux. Puis j'ai dit, hey man. Merci d'avoir été là pour cet épisode. Merci à Dominique. Merci à Anne. Merci à Étienne Borgea qui a fait une super entrevue avec nous. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube, évidemment sur toutes les plateformes de balado habituelles. On se revoit pour un prochain épisode des Dérangeants. À bientôt tout le monde. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!